Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Frédéric Gosselin, professeur en génie mécanique à Polytechnique Montréal, donc au laboratoire de mécanique multi-échelle. Tout d'abord, je voulais remercier Ivado pour l'invitation de présenter, là, notamment Fabien Périneau, Nancy Laramé, puis Elisabeth. Donc, je vous remercie pour cette occasion-là. Donc, je suis professeur en génie mécanique et donc, ce que je vais vous parler, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en intelligence artificielle? C'est quoi les promesses de l'intelligence artificielle lorsqu'on les transpose au génie mécanique? Donc, tout d'abord, il faut comprendre le contexte. Les GAFAM, tels qu'on les a ici, là, les Google et compagnie, ont démontré à quel point l'intelligence artificielle pouvait, jusqu'à un certain point, révolutionner notre vie. Donc, ils évoluent dans un contexte avec une quantité de données phénoménale. Donc, on n'a qu'à penser aujourd'hui, là, ce vendredi fou, à quel point vous avez magasiné cette télé-là pendant toute la semaine. Là, aujourd'hui, ils sont capables de prédire qu'aujourd'hui, vous allez passer à l'action puis vous allez l'acheter. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de données similaires, donc beaucoup de consommateurs comme vous qui ont fait la même chose. Et donc, ça leur donne des données très organisées puis toujours pareilles. Donc, en génie mécanique, ça nous arrive d'avoir beaucoup de données, mais c'est des données qui sont différentes. Donc, par exemple, si on y va dans le concret, donc on considère ici un groupe turbine alternateur, donc une turbine Francis, donc comme celle qu'on peut retrouver dans les barrages d'Hydro-Québec au nord, là, soit dans la Grande ou Manic ou les grands complexes comme ça. Donc, c'est des équipements qui vont être très instrumentés et donc pour lesquels on va enregistrer des données pendant toute leur durée de vie. Donc, pendant des années, on enregistre des données. Donc, on se retrouve effectivement avec beaucoup de données. Mais typiquement, ça va être des données de la machine qui opère en conditions nominales. Et donc, si la machine a jamais vécu un bris catastrophique, ça va être difficile de faire un modèle purement basé sur les données qui va permettre de prédire un bris catastrophique parce que ça n'aurait jamais été observé. Puis, encore plus concrètement pour des groupes turbines alternateurs, ce qu'il faut savoir, c'est que au Québec, la très grande majorité de notre électricité provient de l'hydroélectricité, mais chaque groupe turbine alternateur, dans toutes les centrales qu'on a au Québec, c'est toutes des prototypes. Donc, c'est toutes des machines différentes. Donc, on ne peut pas prendre les données d'une machine puis les transposer à l'autre, en tout cas pas directement. Donc, on a des données, mais pas de la même façon que les données qu'on peut avoir sur le web. Par contre, ce qu'on a en génie, ça va être des techniques de simulation. Donc, on étudie des problèmes qui sont gouvernés par des lois physiques qui vont être exprimées notamment avec des équations différentielles. Et puis, depuis des décennies, on a développé toutes sortes de modèles, que ce soit les méthodes des éléments finis, les méthodes des fluides numériques, donc la CFD, pour résoudre ces équations différentielles-là. Donc, ce qu'on voit ici, par exemple, c'est les vibrations d'une roue de turbine Francis telle que calculée par élément fini. Donc, on a des équations puis des méthodes numériques pour résoudre ces équations-là qu'on n'a pas, par exemple, pour le magasinage ou choisir quel film Netflix vous allez regarder pour la suite. Donc, dans ce contexte-là, ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire pour les ingénieurs mécaniques. Donc, je vais vous parler de ça concrètement sur les explorations qu'on a fait dans mon groupe de recherche. Dans un premier cas, on s'est intéressé, de façon peut-être un peu naïve, à entraîner un réseau de neurones avec des données de simulation. Donc, si on roule plein de simulations, est-ce qu'on peut entraîner un réseau de neurones avec ça? Dans un deuxième temps, on a considéré les réseaux de neurones éclairés par la physique. Donc, c'est ma traduction libre de Physics Informed Neural Networks. Et puis, en troisième temps, je vais vous parler des efforts qui sont en cours pour développer des jumeaux numériques. Donc, tout d'abord, pour notre problème de simulation qui vont permettre d'entraîner un réseau de neurones, on était confronté avec un problème de mise en forme des panneaux d'ailes d'avion, donc la mise en forme par grenaillage. Le grenaillage, c'est quoi? C'est
c'est un jet ici de particules de taille à peu près millimétrique, donc des particules en céramique ou en acier qu'on propulse à très haute vitesse, qu'on va venir impacter sur une pièce en métal. Et donc, typiquement, sur une pièce mince comme ça ici. Et donc, et c'est ce qui va permettre de venir former le panneau d'aile d'avion. Donc, on va prendre une plaque d'aluminium qui est plate et puis on va la courber en venant l'impacter avec les particules, avec les grenailles, pour lui donner sa forme de panneau d'aile d'avion. Donc, c'est ça qui la forme aérodynamique de l'aile qu'on voit, ben, comment ce panneau d'aluminium-là a été courbé, c'est mise en forme par grenaillage. Donc, c'est quoi la physique de la mise en forme par grenaillage? Ben, c'est que si on considère, par exemple, un panneau plat initialement, et puis on vient l'impacter, mais chaque grenaille qui vient impacter à très haute vitesse va frapper tellement fort sur le métal qu'elle va engendrer des contraintes, elle va plastifier le métal, c'est-à-dire qu'elle va engendrer des déformations permanentes. Et lorsqu'on vient bombarder notre plaque avec des millions d'impacts, ben, ce qui va se passer, c'est que la couche superficielle va se retrouver étirée par ces impacts-là. Et donc, si on voulait le schématiser, ce qu'on pourrait voir, c'est que la couche en surface de la plaque, elle va s'étirer suite aux impacts, alors que la couche en profondeur, elle sera pas affectée par le traitement. Mais dans les faits, ces deux couches-là, elles sont solidaires ensemble, elles restent toujours collées. Donc, si on met ça ensemble, on met cette couche étirée-là sur cette couche au repos en dessous. Si on les met ensemble, ben, ça fait un panneau qui courbe. Donc, ce procédé-là, on est capable de le simuler avec la méthode des éléments finis. On vient tout simplement faire un maillage, donc on vient considérer la géométrie de notre pièce et on va venir imposer un étirement en surface du matériau. Et puis, après les calculs, ben, notre logiciel élément fini va être capable de calculer la forme finale de notre panneau une fois traité. Donc, ce qu'on fait dans le fond, c'est que on fournit la géométrie initiale, on vient appliquer un traitement. Donc, dans ce cas-ci, on vient dire sur la face supérieure où c'est bleu foncé, on va traiter par grenaillage. Puis sur la face où c'est rouge, bon, on va venir traiter sur la face inférieure de notre plaque. Et donc, ce que notre code élément fini va nous donner, ça va être la forme finale que le panneau va adopter. Cependant, c'est pas ce problème-là qui intéresse l'industrie. Ça, c'est le problème direct. L'industrie, dans le fond, ce qui se demande, c'est si j'ai un panneau d'aluminium, puis je veux le mettre en forme pour qu'il adopte cette géométrie-là, de la pièce de panneau d'aile d'avion finale que je vais pouvoir utiliser, c'est quoi le motif ou le patron de grenaillage que je viens d'appliquer? Et donc, ce problème-là, on va appeler ça un problème inverse, parce qu'on se demande, dans le fond, c'est quoi le chargement qu'il faut appliquer pour déformer notre panneau d'une certaine façon. Mais c'est un problème qui est très difficile en mécanique, donc parce que c'est un problème qui mathématiquement est mal posé. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est est-ce qu'on pourrait résoudre ce problème inverse-là avec un réseau de neurones? Donc, on est allé avec la méthode force brute. Donc, c'est l'étudiant au doctorat Wassim Sigardjian, avec son superviseur Farbod Kamenefor et moi-même, qui avons mis en place cette stratégie-là. Donc, l'idée, c'est ça, c'est une méthode force brute. Donc, on génère une dizaine de milliers de cas de simulation de façon plus ou moins aléatoire. Et puis, ensuite, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer ces 10 000 cas-là en des données d'entraînement, de tests et de validation. Et par contre, pour générer ces données-là, ce qu'il a fallu faire, c'est que Wassim a été astucieux. Il a mis en place un code qui vient solutionner de façon automatique un labyrinthe. Et donc, la trajectoire de solution du labyrinthe devient un peu analogue à notre trajectoire de grenaillage, donc la partie de la plaque qu'on va venir traiter. Et donc, en venant entraîner un réseau de neurones, disons vanille, un multi-layer perceptron, donc le réseau de neurones le plus simple auquel on peut penser, en lui donnant en entrée les traitements de grenaillage, puis en sortie la déformer, on peut
en fait, c'est le contraire. On lui donne en entrée non, c'est ça, on lui donne la forme voulue, puis au final, il nous donne le patron de grenaillage. Et donc, lorsqu'on vient entraîner notre réseau de neurones, ben, au final, après coup, une fois qu'on a généré nos 10 000 cas pendant à peu près une journée de calcul sur un ordinateur, ben, le réseau de neurones est très rapide pour nous retourner une réponse. Très rapide et très précis. Donc, on mesure la précision avec la distance de Hausdorff. C'est quoi la distance de Hausdorff? C'est la distance entre notre plaque telle qu'on l'a, puis la forme voulue qu'on voulait. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la grande population de nos cas, donc elle se retrouve dans une toute petite, pour une toute petite erreur. Et puis, notre méthode, elle fonctionne selon qu'on a un traitement qui est léger. Donc, on simule des impacts légers sur la surface de notre plaque. Donc, notre plaque, elle fléchit peu, ou qu'on a des impacts très puissants, très forts, qui vont venir déformer beaucoup notre plaque. Et donc là, on tombe dans de la mécanique de plaque très non linéaire, mais malgré tout, notre réseau de neurones fonctionne bien. Donc, le réseau de neurones, avec la force brute, est capable de venir résoudre un problème inverse. Mais une fois qu'on avait généré toutes ces données-là, on s'est dit, mais est-ce qu'on pourrait pas venir juste résoudre le problème direct tant qu'à faire? A priori, ça nous semblait un peu inutile de résoudre le problème direct puisqu'on a nos simulations qui le font. Sauf que nos simulations prennent quand même entre 30 secondes et 1 minute à tourner sur un ordinateur. Mais notre réseau de neurones, une fois entraîné à résoudre le problème direct, est extrêmement rapide à venir donner sa solution. Donc, le réseau de neurones, une fois qu'on lui demande, une fois qu'il est entraîné, donner une réponse, ça se fait en quelques millisecondes. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est une interface qui permet de venir simuler, un peu comme dans Paint ou dans Démineur, le traitement de grenaillage. On voit notre plaque qui se déforme en temps réel à côté, alors que normalement, pour simuler tout ça, ça aurait dû prendre plusieurs minutes sur un ordinateur. Donc, avec le réseau de neurones entraîné pour faire le problème direct, on peut faire ça en temps réel. Donc, on peut entraîner un réseau de neurones avec des données de simulation. Maintenant, est-ce qu'on peut regarder comment combiner vraiment les réseaux de neurones avec la physique? Donc, dans ce qu'on va appeler les Physics Informed Neural Networks. Le concept des Physics Informed Neural Networks, ou qu'on appelle affectueusement les PIN, c'est une idée qui n'est pas si nouvelle, donc qui date des années 90, mais qui a vraiment repris beaucoup d'essor dernièrement là, avec le groupe de Karniadakis à Brown, parce que les ordinateurs aujourd'hui sont juste beaucoup plus puissants, puis avec les logiciels comme TensorFlow, ben ça devient vraiment plus facile de mettre en place des systèmes de réseau de neurones. Donc, l'idée des PIN, c'est quoi? C'est que on va fournir en entrée des coordonnées. Donc, on peut penser à un problème physique, que ce soit un système oscillant. Donc, on va donner, par exemple, la coordonnée sur le système, la coordonnée X, puis le X2, ben, ça pourrait être le temps. Et puis, au final, ben, on va demander, ben, ça va être quoi la flèche donc de mon système qui se déforme. Et donc, on va entraîner notre réseau de neurones comme ça. La façon classique, ça serait de comparer la prédiction de notre réseau de neurones avec des données. Est-ce que la prédiction est bonne ou pas? Mais ça, on le mesure avec notre fonction de coût. Mais l'idée des PIN, c'est de venir faire une comparaison, en fait, avec du savoir. Le savoir qui vient, en fait, des équations différentielles qu'on utilise en physique et en mécanique. Donc, notre système oscillatoire, par exemple, ben, on est capable de l'écrire sous la forme d'une équation différentielle. Et cette équation différentielle-là, si on met tous les termes du même côté de l'équation, ben, elle doit être égale à 0. Et donc, notre réseau de neurones va nous faire une prédiction. Et puis, le réseau de neurones, parce qu'il doit être optimisé, ben, est intégré dans la mécanique des réseaux de neurones, le automatic differentiation. Et puis, le automatic differentiation, ben, on peut s'en servir directement pour venir évaluer nos dérivés de façon analytique avec le réseau de neurones. Donc, on est capable de venir évaluer notre équation différentielle. Et puis, si notre résidu est pas 0, ben, ça veut dire que notre prédiction est pas bonne. Donc, notre réseau de neurones va être capable de s'entraîner sans données avec une équation différentielle. Mais où
le PIN est vraiment intéressant, c'est pas d'y aller complètement sans données, mais c'est plutôt d'y aller avec une combinaison des deux. C'est qu'on est capable de venir faire, dans un certain sens, un fit de nos données, mais tout en respectant les équations différentielles qui sont propres à notre problème. Donc, c'est là où c'est puissant. Donc, on s'est intéressé à cette approche-là, puis on l'a appliqué à un problème de mécanique des fluides classique, celui du lâcher tourbillonnaire. Donc, le lâcher tourbillonnaire, c'est les tourbillons qui se détachent derrière, dans ce cas-ci, un cylindre qui est sujet à un écoulement à vitesse uniforme. Donc, c'est un problème qu'on peut observer à toutes sortes d'échelles, donc autant à l'échelle microscopique qu'à l'échelle, dans ce cas-ci, atmosphérique, qu'on voit dans les nuages derrière une île dans l'océan. Donc, ce que Gaétan Renaud, étudiant de maîtrise co-supervisé par Sébastien Hood de l'Université Laval et moi-même, a développé, c'est une méthode pour résoudre avec les réseaux de neurones, mais avec une certaine particularité. Donc, ce qu'on va faire dans cette étude-là, c'est qu'on va à la fois utiliser les équations de Navier-Stokes, nos équations différentielles, mais en plus, on va utiliser des données, dans ce cas-ci, des données qui proviennent de simulations CFD haute fidélité. Donc, on va avoir des données qui dépendent des coordonnées X, Y et puis du temps. Donc, le réseau de neurones est capable de s'entraîner sur ce problème-là. Mais ce que Gaétan a développé, c'est une façon d'incorporer plus de savoir dans ce problème-là. Donc, ce qui est intéressant du problème du lâcher tourbillonnaire, c'est que c'est un problème qui est périodique. Comme beaucoup de problèmes d'ingénierie, lorsqu'on s'intéresse, par exemple, aux vibrations ou aux fluctuations dans un écoulement, on va avoir des problèmes qui ont une certaine périodicité. Donc, ça peut être intéressant de venir imposer à notre PIN qui trouve une solution qui a une forme périodique. Donc, par exemple, le lâcher tourbillonnaire, comme ça, on peut le découper en une portion stationnaire, ensuite un premier mode à une certaine fréquence, un deuxième mode à une autre fréquence, puis un troisième mode à une troisième fréquence. Donc, on est capable de décomposer nos quantités comme une sommation de différents modes oscillants. Donc, ce que Gaétan a fait, et puis qu'il a appelé le modal PIN, c'est un réseau de neurones éclairé par la physique dans laquelle on vient modifier la façon de calculer du réseau de neurones pour imposer cette solution-là qui est périodique. Donc, dans ce cas-ci, pour un problème comme ça, qu'on vient entraîner avec des données de partout dans le domaine, on va venir, fitter nos données de CFD, mais tout en respectant les équations de Navier-Stokes. Donc, ça fonctionne bien ici, mais on peut se demander à quoi ça peut servir. La preuve que ça fonctionne, c'est qu'on vient entraîner et puis on est capable de reconstruire les différents modes. Donc, avec notre PIN, on reconstruit l'écoulement tel que l'écoulement exact qu'on connaissait au départ. Mais donc, à quoi ça peut servir? On a fait une espèce de simulation d'expérience. Donc, on a repris nos simulations de CFD et puis on est venu simuler une expérience. C'est-à-dire que dans une expérience, on ne connaît pas nécessairement le champ de vitesse partout dans le domaine. On pourrait venir le mesurer avec un fil chaud, par exemple, seulement qu'à certains endroits, donc qui sont indiqués ici par des points, et puis des mesures de pression autour de notre cylindre. Et est-ce que ces quelques mesures discrètes-là seraient assez pour permettre au modal PIN de reconstruire l'écoulement? Et puis, pour complexifier la tâche un peu, sur chacune des mesures, on a ajouté un bruit. Et puis, en plus, pour simuler le fait qu'il faut prendre des mesures une après l'autre dans l'écoulement, on a ajouté un certain déphasage inconnu, aléatoire sur chacune des mesures. Donc, il fallait reconstruire l'écoulement avec un nombre limité de mesures bruitées et déphasées. Et puis, le modal PIN, avec ces données-là, en minimisant à la fois le fit avec les données et puis les équations différentielles, est capable de très bien reconstruire l'écoulement partout, même aux endroits où on n'a pas de données.
Donc, il y a quelque chose d'intéressant avec les pins à faire pour justement venir coupler des données expérimentales, par exemple, avec des méthodes numériques. Donc, pour ce qui est des jumeaux numériques, on a un projet qui est en cours avec Hydro-Québec et puis Maya HTT. Maya HTT qui est disons une grosse, petite, moyenne entreprise originaire de Montréal qui développe des logiciels de simulation, notamment par éléments finis, CFD, des trucs de génie, quoi. Donc, notre jumeau numérique, comment on voit ça, en fait, c'est que c'est une représentation virtuelle de notre actif, mais qui va être synchronisée, qui va être basée à la fois sur les lois de la physique, mais qui va être constamment feedée en données de capteur du vrai actif qui tient à simuler. Et puis, la précision de ce jumeau numérique-là va être ajustée pour qu'on puisse justement faire les prédictions dans le temps voulu avec la précision voulue. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est à la fois surveiller, comprendre et, dans un sens, agir sur nos actifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les groupes turbines alternateurs d'Hydro-Québec, ben, ils sont sollicités de plus en plus de des façons pour lesquelles ils n'ont pas été conçus. Historiquement, les groupes turbines alternateurs, on les démarrait et puis on générait en pleine puissance. Mais aujourd'hui, le réseau électrique accueille de plus en plus d'énergie alternative, par exemple. Et donc, ce qu'il faut faire, ben, c'est qu'il faut venir compenser la fluctuation de ces énergies alternatives-là en venant démarrer et arrêter des groupes turbines alternateurs. Donc, ils vont démarrer puis arrêter plus souvent. Donc, ils vont s'user plus rapidement. Donc, si on peut avoir un jumeau numérique qui va nous permettre de mieux prédire l'usure de nos équipements, puis de mieux venir faire la maintenance, mieux programmer la maintenance, on en serait gagnant. Donc, la production d'hydroélectricité, c'est très complexe. Ça va de la réserve hydraulique, donc le barrage qu'on a au départ, jusqu'à retourner l'eau dans la rivière en passant par le réseau de transport et tout ça. Donc, ce qu'on cherche à faire, nous, dans le projet avec Hydro-Québec et puis Maya, c'est juste cette partie-là ici. Donc, c'est de considérer l'arbre de la machine tournante avec la turbine qui vient turbiner l'eau, dans le fond. Et donc, en terminant, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va chercher à la fois à y aller avec du côté expérimental. Donc, on a une machine, un système en opération, duquel on obtient beaucoup de données à partir de capteurs. Et à partir de ces données-là, on peut faire un certain modèle de comportement basé sur les données. Puis on a l'autre approche classique qui est de dire on va utiliser un modèle d'ingénierie, comme par exemple SimCenter 3D, un logiciel d'éléments finis ou de CFD. Et ce qu'on va chercher à faire dans notre jumeau numérique, ça va être non pas de venir comparer ces deux approches-là, mais c'est vraiment de venir les joindre ensemble, ces deux approches-là, pour faire un modèle de comportement qui couple les méthodes de simulation classiques d'ingénierie, mais qui vient se mettre à jour avec les données qui ont été mesurées sur le vrai actif. Donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire pour les ingénieurs mécaniques? Ben, dans mon point de vue, ça va être de venir faire le lien entre les techniques de simulation classiques et puis les données de capteurs qu'on a. Et puis, ça, ensemble, ça va nous permettre de mettre en place des jumeaux numériques. Et donc, avant de terminer, je tenais à remercier Wassim Sigardidjian et puis Farbod Kamenefar pour le travail sur la mise en forme par grenaillage, notamment la compagnie Aérosphère, une PME de Montréal qui fait de la mise en forme par grenaillage, ainsi que Gaëtan Renaud et Sébastien Houd de l'Université Laval pour le travail sur les pins, avec le consortium de machines hydrauliques de l'Université Laval, et puis notre projet qui est en cours avec Hydro-Québec et Maya HTT, donc avec Anne-Marie Giroux et Arnaud Divial. Donc, merci beaucoup.